Bienvenue dans la deuxième édition de votre émission Le Point avec Abou Ammar. Ce rendez-vous débat francophone de la chaîne Blanca TV de son site d'information blancapresse.ma ambitionne de faire un décryptage des événements de l'actualité régionale et nationale au niveau politique, économique, social, sportif, diplomatique, partisan, etc. Et pour cette deuxième, nous avons choisi de faire la lumière sur la loi des finances, sur la loi des finances, une loi qui définit les dépenses et les recettes de l'État pour l'année à venir. Cette année, plusieurs analystes et même le gouvernement affirment que le texte constitue une rupture et une alternance avec ce qui a précédé. C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités et j'ai l'honneur de recevoir depuis Rabat Mohamed Chiguer, économiste et président du Centre d'études et de recherche Aziz Blel. Docteur Chiguer, bienvenue. Merci, bienvenue, merci beaucoup. J'ai aussi l'immense plaisir de recevoir cette fois au plateau l'un des importants acteurs syndicaux du pays en la personne de M. Larbi Habchi. C'est Larbi, marhaba. Donc on commence avec notre interlocuteur de Rabat. Docteur Chiguer, pour certains, la loi des finances est un texte purement économique, mais pour d'autres, il s'agit d'un texte politique à connotation économique, mais dans les faits, on évoque une loi confectionnée par l'administration et défendue par le politique. Vous adoptez quelle optique parmi celles que je viens de citer, docteur ? La loi de finances, en fait, c'est un instant d'une grande importance pour effectivement renforcer le processus démocratique. Donc, elle touche elle a plusieurs dimensions. Il y a la dimension technique, économique, sociale, j'allais dire culturelle et surtout politique. En principe, la loi de finances, c'est un budget. Et le budget devrait en principe découler d'une stratégie. Une stratégie qui est déclinée sous forme de plan, d'un plan triennal par exemple, puis ce plan triennal il est décliné sous forme d'un plan annuel, et ce plan annuel il est traduit par des chiffres pour le rendre opérationnel dans le cadre du budget. Et donc, ce qu'on constate au Maroc, c'est que ce processus n'est pas tout à fait, c'est pas un processus, j'allais dire, achevé. On n'a aucune idée il n'y a pas une stratégie claire et nette. Le gouvernement n'a jamais présenté un plan triennal et c'est pourquoi on peut dire que le budget est beaucoup plus un budget élaboré pour l'essentiel par l'administration. Il y a des blocs auxquels on ne peut pas toucher. Il y a par exemple la masse salariale, le service de la dette, et ainsi de suite. Donc la marge d'un gouvernement de politique est très très limitée vu les ressources mobilisées pour ce budget-là. D'accord, donc pour vous, c'est un budget qui est intégralement confectionné par l'administration, qui est ensuite défendu par l'exécutif et par les parlementaires ensuite. C'est ça ce que je comprends de votre... Exactement. Prenons le cas de ce budget. En principe, ce budget a la lettre de cadrage et il a été préparé et élaboré le 1er août 2021. 1er août 2021, il y avait un gouvernement, c'était le gouvernement de l'Atmani. Et après les élections, lorsque le nouveau gouvernement a présenté cette loi, il n'a pas revu cette note de cadrage. Beaucoup plus, lorsqu'on prend cette note de cadrage, moi je l'ai lu avec beaucoup d'attention, on constate qu'aucun moment le chef du gouvernement n'a fait allusion au programme du gouvernement. Il insiste sur les chantiers initiés par Sa Majesté. Et à aucun moment il n'a mentionné le programme du gouvernement, sachant pertinemment que c'était la dernière année de gouvernement de l'Atmani. Encore moins, il n'a pas encore dit un mot sur le bilan de son équipe. Est-ce que cela ne rime pas avec ce qu'a dit la ministre de tutelle, Nadia Ftah El Alaoui, qui dit que cette loi de finances-là constitue une rupture vis-à-vis de ce qui a précédé? Vous partagez son point de vue ou pas? Pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas exagérer quand même. Où se situe la rupture? Elle devrait nous préciser où se situe cette rupture. C'est de la continuité puisque c'est une loi qui, comme je viens de le dire, est l'œuvre de l'administration. Donc je me demande, avec tout le respect que j'ai avec Madame la ministre, je me demande où se situe
c'est très dur. D'accord. Donc, je m'adresse à l'acteur syndical. C'est l'Arbeh Bchi. Est-ce qu'il y a eu un dialogue social avec les syndicats où cette loi de finances a été confectionnée intégralement sans en parler avec les acteurs sociaux, à savoir les syndicats? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Tout plaisir est pour moi. Et plaisir de se rencontrer avec notre ami Sichigre. D'abord, cette loi de finances s'inscrit dans un contexte qui se caractérise par deux choses importantes. La première, c'est qu'on vit les effets néfastes du Covid-19, qui a laissé beaucoup de pertes, surtout au niveau de la perte de l'emploi et au niveau de la mort des milliers d'entreprises, surtout petites et moyennes. Ensuite, la deuxième référence, c'est que le gouvernement est un gouvernement, disons, politique, mais avec un contenu technique, purement technique. C'est-à-dire, c'est un gouvernement inodore, indolore et incolore, pour plusieurs raisons. La loi de finances, ce n'est que le processus de continuité des principes directeurs et des grandes lignes des anciennes lois de finances. Il s'inscrit dans le cadre de la continuité qui prime l'aspect comptable et financier sur les aspects sociaux et sociétaux. Donc, nous sommes, en tant que syndicalistes et en tant que syndicaliste qui appartient à l'Union marocaine de travail, je ne peux dire que cette loi de finances est en deçà des attentes des citoyens marocains et à leur tête la classe ouvrière. C'est une loi de finances qui travaille pour favoriser le capital au détriment du travail. Et cela est tout à fait normal vu les composantes du gouvernement, vu les alliances gouvernementales. Aussi, c'est une loi de finances qui contient beaucoup d'ambition en faveur du patronat. Est-ce qu'il y a eu, pardon, je vous coupe, est-ce qu'il y a eu des concertations avec le patronat et pas avec les syndicats? Il n'y avait pas de concertation officielle, ni avec le patronat, ni avec le mouvement syndical. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir des concertations officieuses avec le patronat. Parce qu'on a constaté que le gouvernement a procédé à la réduction de l'IS au taux de 26%, ce qui pose des questions sur la nature de cette mesure. Nous ne sommes pas contre le développement de l'entreprise, mais on veut une entreprise citoyenne qui est responsable socialement et fiscalement. Je pense qu'il devrait être un pacte avec le patronat pour les entreprises qui bénéficient de cette diminution et avec un cahier de charge. Donc il n'y a pas de cahier de charge, si je comprends bien. Il n'y a pas de contrepartie, c'est gratuit. Parce que dans les pays démocratiques, on réduit l'impôt avec un cahier de charge et le contenu de cahier de charge contient en priorité la création des emplois. Mais est-ce que cela ne fait pas écho à un autre argument qui dit que moins on réduit les charges des entreprises, plus elles recrutent? Vous ne partagez pas cela? Bien sûr, mais tu sais, la nature des entreprises au Maroc. La grande masse des entreprises sont de taille petite ou moyenne. Et la réduction des impôts n'est qu'un aspect parmi d'autres pour développer l'entreprise qui crée des emplois. Parce qu'on a besoin d'un débat national sur la restructuration des entreprises, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan financement, que ce soit sur le plan technologique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vision stratégique gouvernementale, il n'y a que la gestion partielle des choses. Parce que la loi de finances, c'est un instrument qui concrétise les politiques publiques d'un gouvernement.
Ce gouvernement a levé une grande devise, à savoir l'État social. Et je pense, en tant que syndicaliste, que notre pays ne dispose pas des références et des grands principes d'un État social, parce que l'État social a ses conditions et a ses aspects. Lesquels que vous ne retrouvez pas, ces conditions-là que vous ne retrouvez pas dans cette loi de finances? Parce que on parle de l'État social et on procède à la privatisation des entreprises. On parle de l'État social et on procède à l'élimination de la caisse de compensation, sans mesure d'accompagnement radicale. Donc c'est plus les mesures d'accompagnement. On parle d'un État social et les salaires restent en stagnation. On parle de l'État social et on a besoin beaucoup de crédits budgétaires qui devraient être intéressés essentiellement la santé, l'enseignement et la recherche scientifique. D'accord. Je me retourne vers Dr Shiger. Docteur, généralement, dans tous les pays, dans toutes les démocraties, la loi de finances est fixée et cernée par une orientation politique, celle du gouvernement. Mais là, vous me dites que la note de cadrage a été envoyée par l'ancien exécutif, alors qu'elle est défendue par un nouveau exécutif qui martèle, qui ne cesse de marteler que c'est une loi de rupture. Comment expliquez-vous cela ? Et c'est à l'économiste que je m'adresse. Si vous me permettez, avant de répondre à cette question, bien sûr. Je veux dire, notre ami Habchi, que je salue. Lorsqu'on parle de l'entreprise et la création de l'emploi, il y a l'argument principal pour effectivement favoriser et accorder des avantages à l'entreprise, on le lit généralement à l'emploi. Oui. Alors en fait, la question fondamentale qu'il faut poser, est-ce que l'entreprise est là pour créer de l'emploi? Lorsque je prends la productivité, que signifie la productivité si ce n'est pas la réduction de l'emploi? Et lorsque je prends le nombre de salariés déclarés au Maroc, c'est quelque chose comme je le dis sous le contrôle de Habchi, il y a 3 300 000 salariés déclarés sur 12 millions comme population active. C'est moins de 20% de la population active. Et les 80%, où sont-ils? C'est une question, à mon sens, fondamentale. Il faut arrêter à dire à chaque fois qu'il faut encourager l'entreprise parce qu'il crée de l'emploi. L'État doit créer de l'emploi. Et la société marocaine, vu le fait que l'entreprise ne crée pas suffisamment d'emplois, et vu que la politique de l'État, c'est une politique qui va dans le sens de ne pas créer, de ne pas, disons, recruter, c'est la société qui, j'allais dire, c'est le système D. Et c'est toute l'économie non observable. En principe, on met l'accent sur l'économie formelle et on oublie complètement que au moins 50 ou 60% de la population active se trouve et les prises en charge par l'économie non observable. C'est pourquoi moi je qualifie l'économie marocaine comme étant une économie composite. Il faut la mettre au pluriel. Il y a l'économie formelle, l'informel, le souterrain, l'illégal, l'économie entière, etc. Et cette économie non observable, il représente, d'après certains spécialistes, quelque chose comme 40% du PIB. Et si je me limite tout simplement à l'informel, dont la part du PIB tourne autour de 14 à 20%, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, notre PIB est sous-estimé parce que la valeur ajoutée créée par cette économie non observable n'est pas captée par la comptabilité nationale. Cela veut dire que les indicateurs qui sont à la base de la politique économique, c'est des indicateurs erronés, ne reflètent pas la réalité. D'accord? Et là, on voit bien un deuxième élément, chaque fois qu'on parle de l'informel, d'ailleurs dans la loi de finances, on parle beaucoup de la lutter contre l'informel, alors qu'il représente un secteur très important, une partie très importante. Il représente une partie très importante alors qu'on lutte contre. 2 500 000 personnes vivent de l'informel. 2 500 000. Alors, lorsque je prends l'informel, on nous demande de lutter contre l'informel. Et puis... Comment absorber cela?
dans la loi de finances de 2022, il y a une disposition fiscale justifiée justement par le fait que c'est une disposition qui va encourager l'informel à s'insérer dans le formel. C'est la contribution professionnelle unifiée. Alors qu'en fait, le problème de l'informel, ce n'est pas un problème fiscal. Il y a des entreprises dans l'informel qui payent l'impôt, mais c'est un problème comptable. On ne capte pas la valeur ajoutée. Et à ce titre-là, l'informel ne se limite, c'est pas un secteur qu'on peut délimiter. Il traverse même le formel. L'entreprise qui ne déclare pas la totalité de son chiffre d'affaires, ça relève de l'informel. Donc on voit bien que en fait... On joue avec les mots plutôt. Hein? On joue avec les mots et les concepts. Ah, exactement, exactement. Deuxième élément, pour compléter ce que vient de dire Habchi, l'État social ou provident, comment on peut parler d'un État social alors que le référentiel de la politique économique, c'est un référentiel libéral. C'est libéraliser l'économie. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Et puis enfin, comme il l'a bien précisé, un État social, mais qui refuse, par exemple, qui n'arrive pas à institutionnaliser le dialogue social, qui n'arrive pas à améliorer le niveau de vie, au moins des salariés. Et là, il y a un problème, à mon sens, très important sur lequel je veux insister. Aujourd'hui, actuellement, on voit que le Maroc, d'ailleurs, connaît un niveau d'inflation quand même relativement important. En fait, nous avons une institution dont le rôle, c'est justement de maîtriser l'inflation. C'est la Banque centrale. Où est cette Banque centrale? Lorsqu'il s'agit d'une inflation, selon sa vision, liée au coût de production, c'est-à-dire au salaire, on sort le carton rouge. Arrêtez là le dialogue, il y aura une répercussion sur les prix. Mais maintenant, avec cette inflation, il y a une partie qui est importée, mais une partie qui est due aux producteurs locaux qui cherchent à réduire, à gagner, à compenser le manque à gagner dû à la Covid. Alors, concernant maintenant votre question, en fait... Est-ce qu'on est sur un self-control de l'administration sur le politique? Surtout au niveau économique. Est-ce qu'on est en perte de contrôle? Là, l'administration qui décide et que les politiques suivent. Et il n'y a pas de rupture. Non, en fait, c'est la continuité de l'État. La Constitution est claire. Les orientations stratégiques qui sont du domaine du Conseil des ministres, des ministres, non pas du gouvernement. Donc, c'est la continuité de l'État. Le gouvernement, il est là pour exécuter, beaucoup plus. Comment expliquer? C'est un problème constitutionnel, plus qu'économique. C'est un problème plus constitutionnel qu'économique, si j'ai bien compris. Je ne dirais pas un problème, mais c'est un point lié à la Constitution. Lorsqu'on voit que le chef du gouvernement élabore une note de cadrage, il ne mentionne pas son programme, on comprend bien qu'en fait, et là c'est un vrai problème. Donc si j'ai bien compris, donc c'est une année perdue pour un exécutif qui a 5 ans. Donc déjà la première année, il ne fixe pas sa loi de finances. Donc il a 4 ans pour exécuter son programme, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. C'est pas une année perdue. Même s'il a eu le temps de préparer, il va aller dans le même sens. Il exécute des orientations déjà qui sont là et que l'administration a déjà préparées. D'accord? Oui. Et là, le vrai problème à ce niveau-là, c'est le problème de confiance. Lorsque les partis politiques, pendant la campagne électorale, ils présentaient des programmes. D'accord? En faisant croire aux électeurs que si demain ils auront la majorité, ils vont appliquer leur programme. Les exécuter. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on constate? Vu le mode de scrutin au Maroc, on n'aura jamais un parti dominant. Il faut toujours une alliance. Déjà à ce niveau-là, il faut discuter pour trouver un terrain d'entente. Mais en même temps,
le gouvernement ne peut pas aller dans le sens contraire des orientations stratégiques. D'accord? Oui. Donc l'impact, le résultat, un manque de confiance, une défiance de la part des électeurs. Nous l'avons constaté avec ce gouvernement au début même. Les gens commençaient à se poser des questions concernant l'inflation, concernant La dette. le pass, etc. Donc les choses, la constitution elle est claire. Et malheureusement, au niveau du jeu politique, on la présente d'une manière un peu confuse. Mais en fait, si on est des légalistes, si on est des constitutionnalistes, on devrait en principe présenter, rendre, vulgariser même la Constitution pour que les électeurs arrivent à faire la part des choses. D'accord. Je m'adresse à Sela Harbi. Lors de la présentation du texte devant la Chambre des représentants, la ministre a parlé d'une tournée, d'une loi de finances tournée vers le social. Et je rebondis sur l'idée que vient de me souffler M. Chiger. Est-ce qu'on peut parler d'un État social sans constitutionnaliser le dialogue social? Bien sûr. Donc sans syndicat, comment on fait un État social sans syndicat, sans acteurs socio-économiques? Le dialogue social est un instrument de démocratie sociale. Et je pense qu'à travers l'histoire du Maroc, les dialogues sociaux ne donnent résultat qu'avec la pression. Qu'après les protestations. Et cela ne signifie rien pour avancer notre processus démocratique. Parce que le dialogue social devait se tenir d'abord au mois de septembre pour se concerter avec le mouvement syndical sur les orientations des projets de loi de finances. Mais il n'y a pas un petit quiproquo là, parce que la note de cadrage est envoyée en août et le dialogue social est prévu pour septembre. Cette année, on comprend qu'il y avait eu les élections au mois de septembre. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un quiproquo? La note de cadrage est déjà envoyée. Je vais revenir sur ça. D'accord. Et le deuxième rang se tient au mois d'avril pour produire des résultats en faveur de la classe ouvrière à la veille de la fête mondiale du 1er mai. Mais ces tournées et ces tables rondes de dialogue social ne sont pas respectées malheureusement par les différents gouvernements. Cette année, vu les élections, il n'y a pas eu de contact entre le gouvernement et le mouvement syndical. Sur la lettre de cadrage, je vais vous dire des choses que dans les pays démocratiques, surtout dans certains pays scandinaves et latino-américains, le mouvement syndical et les sociétés civiles et les opérateurs économiques et financiers participent aux travaux préparatoires du projet de loi de finances, avant de faire la lettre de cadrage. Et ça s'appelle la loi de finances inclusive, c'est-à-dire qu'on fait participer tous les agents de la vie nationale et tous les actifs de la vie nationale à l'élaboration du projet de loi de finances. Ici au Maroc, on est dans un paradoxe. La lettre de cadrage est adressée par le président du gouvernement aux différents départements ministériels. Qu'est-ce qu'il fait, les techniciens des différents départements ministériels? On augmente les crédits budgétaires alloués l'année dernière à raison de 3%, 2%. Et lorsque toutes ces propositions des différents départements ministériels se concentrent au niveau de la prémature, là aussi, on se base sur qu'est-ce qu'ils disent les départements économiques, sans vision politique. Parce que, comme vous le savez, on a des ressources rares au Maroc. Le budget est pauvre au Maroc. On est riche en ressources humaines, mais en ressources budgétaires, nous sommes pauvres. Donc, qu'est-ce qui pose ça? On ne peut pas développer le monde rural dans une année ou dans 5 années. On ne peut pas développer le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement, l'emploi,
le logement et vice-versa. À mon avis, il faut faire un choix politique. Un gouvernement, pendant un mandat de 5 ans, doit faire un choix politique. Il faut dire la vérité au peuple marocain. On va s'accentuer et on va prioriser, par exemple, le secteur de la santé et le secteur de l'enseignement. Au détriment des autres. Ce mandat. Pendant 5 ans. L'autre mandat, on va voir, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Primo. Deuxièmement, il faut avoir la volonté politique pour faire face, comme disait ici Mohamed Chigr, à l'économie de rente, au monopole. Nous sommes pauvres parce que notre PIB est encore faible. Et ceux qui disent que la masse salariale constitue une charge pour le budget CADAS, bien sûr, 147 milliards de dirhams sur 254 milliards de dirhams, c'est important. C'est important. Mais pourquoi c'est important? Ce n'est pas parce que la masse salariale est très importante. Non, parce que le PIB est faible. Et pourquoi il est faible? Parce qu'on a la rente, on a le monopole, on a l'évasion fiscale, on a la fraude fiscale et on a le secteur informel. Et il faut savoir que le chiffre d'affaires du secteur informel dépasse 450 milliards de dirhams. Donc ça va être double ou le triple de la masse salariale. Ce qui fait que le chiffre d'affaires de ce secteur présente à peu près 45 à 46% du PIB. Ce qui fait qu'il faut avoir une vision politique, il faut dire la vérité aux citoyens marocains, et les citoyens marocains vont faire confiance aux autorités publiques. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses comme telles. Et le contexte d'aujourd'hui a montré que pendant Covid, 5,5 millions de familles ont reçu des aides, des fonds Covid. Et ça pose problème. Ça montre que la société marocaine est beaucoup plus fragile. Précaire. Ça montre qu'il y a un danger. Qu'il y a un danger. 5,5 multiplié par 5 par famille, on peut dépasser les 25 millions de personnes qui sont en deçà du minimum vital de vie. Donc, il faut que les riches qui ont bénéficié des grandes faveurs et des exonérations et des subventions et de toutes les aides, il faut aujourd'hui qu'ils participent au développement du pays avec toute citoyenneté. D'accord. Je me tourne vers M. Chigr. Docteur, on parle un peu de la compensation. Le gouvernement a prévu 16 milliards de dirhams programmés dans la loi de finances pour subventionner le gaz butane, les produits alimentaires, et c'est ce qui constitue une hausse de 28% par rapport à l'année dernière. Comment analyser cela? D'une part, un exécutif qui vous dit qu'il va se retirer, il va fermer la caisse de compensation parce qu'elle noie le budget de l'État dans. Comment analyser cela? En premier lieu, on parle de la compensation. Il n'y a pas que la caisse. La compensation, il y a la caisse de compensation, il y a l'ONIC, l'Office national des légumineuses et des céréales. Mais en fait, on parle de la compensation et non pas de manière générale. Et la compensation est créée, il a été créé dans les années 20 du siècle dernier. Il a été réformé dans les années 70. Elle a 100 ans. Elle a 100 ans. Et il a été réformé au début des années 70. Pourquoi? On a pensé à ce mécanisme pour promouvoir des secteurs, développer des secteurs industriels essentiellement. À l'époque, on voulait développer le secteur sucrier, par exemple. Et à l'époque, le sucre sur le marché international était moins cher. Il était à la portée de tout le monde. Mais pour fermer les frontières et développer le secteur sucrier au Maroc, il fallait, en contrepartie, sauvegarder le pouvoir d'achat de la population. Et c'est ça le sens de la compensation. C'est un mécanisme qui a été réformé dans les années 70 pour développer
le pays, le doter d'une industrie sucrière et autres, agroalimentaire essentiellement, et en même temps encourager le paysan à produire davantage, puisque le prix du Quintal est fixé chaque année par le ministère de l'Agriculture. Et la compensation n'a jamais été créée pour les pauvres. Jamais. Pour l'industrie. Pour l'industrie. Et elle a été créée pour l'industrie. En contrepartie, il faut sauvegarder le pouvoir d'achat des gens. Pourquoi? Parce qu'une industrie jeune, nécessairement son produit, en termes de prix, est plus ou moins élevé pour les amortissements, etc., etc. Et donc, alors que ce même produit sur le marché international se vend à un prix inférieur. Donc, pour compenser, on a créé la compensation, on a créé ce mécanisme. Je développe l'industrie, en contrepartie, je maintiens le pouvoir d'achat. Et la compensation, ça veut dire que les produits qui relèvent de la compensation, les produits excédentaires couvrent les produits déficitaires. Quand est-ce qu'on a commencé, quand est-ce qu'on a eu un problème au niveau de la compensation? C'est vers le 1986, lorsqu'on a réformé la fiscalité. Et on a taxé les hydrocarbures. Depuis, 1 litre d'essence contient le prix d'un litre d'essence, plus de 40% c'est des taxes. Et on a vu, alors, et à l'époque, à la fin du PAS, du programme d'ajustement structurel, la Banque mondiale et le FMI se sont rendus compte des effets collatéraux, une généralisation de la pauvreté. Et ils ont intégré dans leur littérature le concept de pauvreté. Ils ont découvert ce concept. Et à ce moment-là, pour pousser les États, non seulement le Maroc, mais l'ensemble des pays qui faisaient appel, qui font appel toujours à l'UFMI, ils les ont poussés à décompenser en présentant un argument pour faire passer la pilule, en disant que la compensation profite aux riches. Mais est-ce que c'est vrai? C'est à l'économiste que je m'adresse. Est-ce que ce constat fait par le FMI est-il réel? Est-ce que cette compensation ne profite? Complètement faux. Peut-être il y a des riches qui profitent, mais... D'ailleurs, l'ex-ancien chef du gouvernement, Ila Ben Kirane, disait que la caisse de compensation profite aux grands, mais pas aux petits. Allez, je vais vous répondre pour ça. Mais déjà, je vous donne un chiffre. Je vous donne un chiffre du Haut Commissariat au Plan. L'étude faite par le Haut Commissariat au Plan 2007 concernant la classe moyenne. 81% des Marocains ont un revenu inférieur à 5 000 dirhams. 81% ont un salaire, un revenu inférieur à 5 000 dirhams. Notre ami Ben Kirane, il faisait référence, parce que dans la conception de l'islam politique, il n'y a que deux classes, les pauvres et les riches. La classe moyenne, elle est invisible. Et Ben Kirane, il a fait référence à un hadith. Que dit le hadith? Parce que Ben Kirane demandait, lorsqu'il est passé à deuxième, il a parlé même de la vérité des prix. Chose qui m'a personnellement surpris. Un chef de gouvernement qui parle de la vérité des prix. Or, d'où vient cette idée? À l'époque, il y a un Arabe qui est venu voir le prophète parce qu'il y avait les prix augmentés d'une manière incompréhensible. Il a demandé au prophète, Ya Rasulallah sa'ir. فأجاب الرسول لست بمسعر الله هو المسعر. Si j'enlève Allah et je mets la main invisible, je retrouve Ben Kirane avec le FMI. Mais Ben Kirane, il a oublié que Omar Ben Khattab a fait le Hisba. A créé le Hisba parce que c'était un commercial lui aussi. Je m'excuse. Ben Kirane, il a oublié que Omar Ben Khattab, il a une autre position. Lorsqu'il y a eu ce problème de l'inflation, entre guillemets, parce qu'on peut en parler par l'époque de l'inflation, et j'allais dire l'État, entre guillemets, intervenait. Donc là, on voit bien que aujourd'hui, la compensation, lorsque Ben Kirane a décidé avec le gouvernement de décompenser les hydrocarbures, qui a profité en premier lieu? On parle jusqu'à aujourd'hui de 17 milliards, non? Exactement. Mais on a oublié qu'un autre agent a profité aussi.
c'est l'État, à travers les taxes. Aujourd'hui, avec l'augmentation du prix des hydrocarbures, l'État profite. Exactement. Chaque fois qu'on augmente le prix, parce qu'il y a des taxes, il y a plus de 40%. Pourquoi on n'a pas, au lieu de, pour rester logique avec le gouvernement, devrait en principe pour rester logique avec lui-même, non pas d'augmenter peut-être la compensation, mais par exemple de réduire les taxes sur les produits alimentaires, les hydrocarbures, le gaz méthane. Donc là, il y a un paradoxe. D'un côté, la compensation était autour de 14-15 milliards, et lorsqu'on a décidé de généraliser la couverture sociale, dans le montage financier, on devrait en principe, pendant les 3 ou 5 années, chaque année, décompenser pour une partie pour au moins 5 milliards. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec l'inflation, ils étaient obligés de baisser, de maintenir la compensation et d'augmenter la compensation. Mais supposons que demain, on n'aura pas cette compensation et il y aura une inflation plus ou moins élevée. Comment l'État va faire face à cette situation? Supprimant les taxes, par exemple. Je me demande, est-ce qu'il va accepter? Parce que n'oubliez pas que l'État, le gouvernement, a une logique comptable. Et l'approche de la loi de finances, c'est une approche purement comptable. Donc il y a des points qui méritent un débat en principe. Mais malheureusement, la loi de finances, qui devrait être l'occasion de débattre, elle est présentée au Parlement dans un temps vraiment limité. Et le Parlement n'a pas suffisamment de temps pour débattre. Généralement, les parlementaires, ce qui les intéresse, c'est les amendements. Et ils oublient l'essentiel parce que, lorsqu'on passe aux amendements, l'État, le gouvernement, peut à n'importe quel moment faire sortir ça, le carton rouge pour ne pas prendre en considération. Et nous sommes dans une situation qui, à mon sens, n'est pas tout à fait saine. D'accord. Voilà. Monsieur Larbi, une hausse de 28% dans la compensation. Et après, on est en train d'enlever tout le système qui profite, selon FMI et la Banquiran, aux grands, mais pas aux petits. Est-ce que les petites gens, les travailleurs, les gens à l'atelier, est-ce qu'ils ne sont pas touchés plus que les grandes entreprises quand on supprime cela? Et en même temps, on vient nous remballer de grandes idées sur l'État social. Bien sûr que les pauvres et même les gens qui appartiennent à la classe moyenne vont souffrir de l'élimination de la caisse de compensation. Et je vous donne l'exemple, par exemple, du gaz butane. Si on l'enlève demain, on supprime l'aide allouée au gaz butane, les gens vont souffrir. Parce que maintenant, on paye 40 dirhams pour une bonbonne de gaz. Voilà. Avec l'élimination de la caisse de compensation, le prix sera 140 dirhams. 140. 120, 140. Est-ce qu'il y a des alternatives pour ça? Je ne pense pas qu'il y a des alternatives parce que, comme disait Sichigar et moi tout à l'heure, qu'il y a l'aspect comptable qui régit la vision du gouvernement. Ils veulent économiser certains argent de la caisse de compensation pour, disons, financer la protection sociale, le chantier royal qui va être mis en place. Donc, si on veut chercher de nouvelles ressources, il y a des niches où on peut chercher. Il faut élaborer une réforme refonte de la fiscalité marocaine. Parce que c'est... On va y revenir tout à l'heure. C'est aberrant, on va discuter sur cela. Et donc, je dis que le gouvernement veut économiser de l'argent tout simplement pour sauvegarder les équilibres financiers au vu des institutions financières internationales, comme le problème des contractuels. C'est pour ça on veut éviter à ce que, disons, la masse salariale n'augmentera pas pour satisfaire les institutions financières et commerciales mondiales. Et je pense que notre pays
aussi doit dire la vérité aux institutions financières internationales. Parce que c'est de la poudre à perlimpinpin, du maquillage. Que leur ordonnance ne peut pas sauver notre société marocaine. Que l'ordonnance des institutions financières et commerciales mondiales ne peut donner que des résultats négatifs. Et il y a des expériences dans certains pays, en Amérique latine, en Asie, dans le monde arabe, parce que les institutions financières et commerciales internationales veulent reproduire le modèle capitaliste qui est basé actuellement sur la prédominance des marchés financiers. Au détriment du pouvoir achat. Les marchés financiers, les agents financiers de notation remplacent même les politiques dans la mise en œuvre des stratégies. Et on peut voir l'exemple de la zone euro. Et ça porte atteinte aux institutions, et ça porte atteinte à la démocratie, et ça porte atteinte aux acquis sociaux des différentes classes favorisées dans le monde. D'accord. Tout à l'heure, M. Chigar parlait, il disait 81% des salariés touchent moins de 7 000 dirhams. Est-ce que, par exemple, on peut lever la compensation, mais augmenter les salaires? Est-ce que ça ne crée pas le même équilibre budgétaire, financièrement parlant, en plan comptable? Ce chiffre montre qu'il n'y a pas de classe moyenne au Maroc. Selon l'Hlimi, c'est à 6 000 dirhams. Non, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a que 2% qui touchent plus de 20 000 dirhams des salariés. 2% de la population active, ça prouve que notre classe moyenne est très faible dans notre nation. Et la classe moyenne constitue un vecteur de développement économique, social et culturel. Et dans tous les pays du monde, les réformes qui sont réussies, elles sont réussies grâce à la classe moyenne. Et même la classe moyenne qui joue le rôle de l'augmentation de la demande interne, qui favorise l'économie, qui favorise l'élargissement du marché de consommation, qui favorise beaucoup de choses. Qui paye le plus d'impôts. Bien, qui paye plus d'impôts et qui prend en charge les gens qui ne travaillent pas, les parents, les retraités, les fils qui chôment, beaucoup de choses. Donc la classe moyenne souffre au Maroc depuis 10 ans. La classe moyenne est en train de s'appauvrir et ça pose problème parce que la classe moyenne, il faut le dire en vérité, que la classe moyenne constitue l'équilibre, assure l'équilibre sociétal, et non pas uniquement sociétal de notre nation. Donc, il faut promouvoir la classe moyenne. Malheureusement, dans ce projet de loi de finances, il n'y a aucune mesure qui favorise l'élargissement et le développement de la classe moyenne. Autre chose que je veux dire, c'est que les partis politiques, l'élite politique et même le mouvement syndical, on doit procéder à la séparation entre ce qui est budgétaire et financier d'une part, et ce qui est fiscal et douanier d'autre part. Parce qu'on ne peut pas étudier, on ne peut pas ouvrir un débat sur tout cela pendant une période très très serrée. Secondo, on a besoin d'une stabilité fiscale. Il faut pas... On doit résister aux pressions des lobbying. Les lobbying jouent et on assiste chaque année, comme vous le savez, et si Chigar le sait énormément, chaque année, il y a des aménagements fiscaux et douaniers pour répondre et pour satisfaire certains groupes de presse. Mais non pas au nom d'un protectionnisme, pas au nom des produits marocains. Et ça porte atteinte à la stabilité de l'investissement, à l'encouragement des investisseurs. Parce qu'à chaque année, il doit revoir son plan fiscal. Dans les pays démocratiques, il y a une stabilité fiscale et douanière. Donc, on doit discuter le budget avec ses recettes et avec ses dépenses. Uniquement ça. On laisse, si le gouvernement veut réaménager le code de la douane ou le code des impôts, le code général des impôts, il faut instaurer des projets de loi pour faire ça. Donc, je pense que cette séparation va permettre à notre élite politique et syndicale, va permettre aux parlementaires de discuter transparentement et avec le temps nécessaire les dispositions du budget.
Autre chose que je veux dire, c'est que le gouvernement apporte beaucoup de rapports, 17 ou 18 rapports. Aucun parlementaire, même les parlementaires qui veulent travailler, qui ont la conviction de travailler et de donner d'ouvrir le débat sur cela, je pense qu'aucun parlementaire ne peut lire Il n'a pas le temps. tous ces rapports. Même Bien s'il le sûr, veut. il n'y a pas de... Même s'il D'ailleurs, s'il Shiger le veut. tout à l'heure l'a dit. Donc, le temps on doit presse les avoir parlementaires. une autre chose. C'est ça pour que ce que je dis, c'est que il faut revoir les travaux préparatoires des projets de loi de finances. Il faut faire participer tous les acteurs de la nation, et à leur tête les académiciens, les professeurs d'université, les experts, la société civile, les opérateurs économiques, les opérateurs sociaux, les syndicalistes, pour élaborer un projet de loi de finances qui peut porter des choses positives pour le peuple marocain. D'accord. Ce même texte prévoit la création de 28 000 postes, de plus de 28 000 postes, voire 27 000, 26 860. C'est ça. Donc, pour l'année prochaine, ils sont répartis entre généralement les départements ministériels. Est-ce suffisant, premièrement, pour un État qui se veut État social, et d'autre part, est-ce qu'on va les créer, ces postes-là, pour répondre à un besoin uniquement, ou on ambitionne de grandes choses? Bon, c'est un chiffre... Anecdotique. C'est ça, oui. C'est un chiffre très anecdotique. Et raison de plus. On a cette année 17 000 qui vont aller à la retraite. Donc 10 000 postes de créés. Que le nombre de postes créés est très, très minime. Dans le secteur de la santé, la loi de finances envisage de créer 5 000 postes. Monsieur le ministre de la Santé a dit au Parlement que le besoin de ce secteur est de 97 000 médecins, infirmiers et toutes les professions à caractère sanitaire. Donc, comment absorber cela? Je pense qu'il faut chercher... les contractuels? Non, il faut créer de l'emploi, pas de cette manière. La création de l'emploi ne peut pas... parce que on mène une politique d'austérité dans des choses qui sont indispensables. Il faut mener, pour moi, une politique, je dis, rationnelle. Il faut rationaliser les dépenses. Rationaliser les dépenses, c'est qu'il faut arrêter les dépenses somptueuses. Il faut arrêter d'acheter les voitures à gauche et à droite. Il faut arrêter de renouveler les bureaux. Il faut arrêter beaucoup les séminaires dans les hôtels, alors qu'il y a des salles publiques là où on peut créer pour ça. Donc, la création de la politique de l'emploi a besoin d'une vision globale et a besoin d'une concertation avec tous les partenaires. Donc, je pense que le nombre de postes créés est très minime. Il y a la formule, disons, Força, par laquelle le gouvernement dit qu'il va créer 250 000 emplois pendant 2 ans. Je pense que notre faiblesse et notre maladie, plutôt je dis, qu'on ne fait pas l'évaluation. Une évaluation précise et rationnelle et synthétique pour voir où sommes-nous. Il y a déjà 2 formules pendant le Covid qui ont été mises en place par l'ancien gouvernement. Relance et oxygène. On en est où? Quelle est l'évaluation? La Caisse centrale a garanti l'octroi de crédit par les banques à raison de 90%. Mais le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui ont bénéficié de cela sans contrepartie. De ces crédits. Mais où sont ces crédits? Il y a des entrepreneurs qui ont spéculé dans ces crédits, dans le secteur immobilier. Il y a des entrepreneurs qui ont arrêté même l'activité de l'entreprise et ont licencié les entrepreneurs et ont bénéficié de ces crédits. Alors que la philosophie était de garder ces postes-là. Voilà.
D'accord. Une dernière question avant de retourner chez M. Chiger. C'est le statut des auto-entrepreneurs. Ce budget-là, cette loi de finances, on parle d'une augmentation de l'impôt jusqu'à 38%. En tant que syndical, ça vous fait quoi? Parce que le but de ces auto-entrepreneurs, c'est notamment d'éviter aux entreprises les charges des CDI et des engagements sociaux, la cotisation à la CNSS, à la MO, à la CIMR. Et finalement, est-ce que ces auto-entrepreneurs, finalement, ils vont commencer à payer l'impôt sur le revenu au lieu des entreprises? Et même chose pour les salariés. Les salariés aussi. Non, il y a des tranches il y a des salariés qui payent la tranche de 38%. Donc, les deux catégories sont victimes de cette politique. Pour favoriser les auto-entrepreneurs, pour moi, l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales doivent mener ensemble une politique de promotion de cette catégorie des auto-entrepreneurs. Il faut leur donner toutes les aides et toutes les possibilités pour activer leur situation. Parce que c'est aberrant. C'est aberrant. Et ça montre que dans la scène entrepreneuriale, il n'y a pas de concurrence loyale. Ça porte atteinte à la concurrence loyale. Et ça porte Parce que si c'est à 27%, moi, en tant qu'auto-entrepreneur, je suis une entreprise. Et ça porte atteinte à l'égalité des gens devant la loi et même devant la Constitution. Donc, je pense qu'il faut revoir ça. Et je vais revenir pour parler sur l'impôt sur le revenu. D'accord, bien sûr, on va revenir D'ailleurs, c'était le prochain angle. Monsieur Chiger, on va parler un petit peu de fiscalité. Je vais résumer ça comme ça. Certains de nos concitoyens pensent que, généralement, quel que soit le gouvernement, fût-il de gauche, de droite, généralement, la mesure la plus simple pour augmenter les recettes de l'État, c'est de taxer, premièrement, la vignette auto, deuxièmement, le tabac, troisièmement, l'alcool. Avons-nous vraiment une vraie politique fiscale, au sens du terme, en bonne et due forme, une politique fiscale claire, nette? Mais si vous me permettez, je vais revenir à... Bien sûr. C'est une question qui me tient au cœur. Parce que pour moi, la priorité, comme l'a dit, s'il faut choisir une priorité, c'est celle de l'emploi. Il ne faut pas courir derrière 1000 lièvres. Il a complètement raison. Vu les moyens, les résultats, finalement, c'est des résultats généralement décevants ou du moins mitigés. Et la question de l'emploi n'est pas une question qu'on peut régler au niveau de l'administration centrale. Un. Et ce n'est pas une question de financement. Deux. Moi, j'ai participé à des enquêtes. Et qu'est-ce que j'ai constaté? On peut effectivement développer l'emploi à travers l'innovation, à travers la créativité. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Oui. Pourquoi j'ai utilisé ce terme. Nous avons le Farracha, nous avons les marchands ambulants. Pourquoi ne pas les organiser? Nous avons les petits métiers, le plombier, l'électricien. Pourquoi ne pas les organiser dans des coopératives, dans des structures très flexibles? Et de cette manière, on fera appel bien sûr à des spécialistes pour les encadrer, aider à mieux gérer leur activité. D'accord? Il y a des choses, je vais vous donner un exemple qui est très significatif. Dans une enquête, nous avons une étude, sur le terrain, nous avons constaté que les grandes villes au Maroc, Casablanca, Marrakech, Rabat, etc., ne disposaient pas de suffisamment de toilettes. Si on veut régler le problème de l'emploi, on doit le régler au niveau local. Par exemple, créer des toilettes et les donner pour gestion des jeunes diplômés. Et vu que le taux de chômage des diplômés dépasse les 20%. Plus grave encore,
Lorsqu'on parle des diplômés, le chômage des diplômés, et généralement l'argument principal qu'on avance, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Ah, c'est pas tout à fait vrai, parce que le chômage concernant les candidats de la formation professionnelle, jusqu'à 2012, au moins, lorsque nous avons fait cette étude, dépassait 40%. Donc, soit plus que ceux qui sont partis dans les universités. C'est-à-dire avoir un métier et puis chômer. Et qu'est-ce qu'on constate à travers tout ça? C'est que si vous voulez trouver du travail, il ne faut pas faire des études. Tout simplement. Chaque fois qu'on prolonge les études, on les chante chances de trouver du travail diminuent. Et la question de l'emploi, les 125 000 par an, de 250 pour les 2 ans, alors que dans le programme du chef du gouvernement, du parti du chef du gouvernement, c'était 250 000 par année. Les 125 000, c'est quoi exactement? Je vais vous dire une chose, c'est beaucoup plus de l'entraide nationale. Ils vont mobiliser l'entraide nationale. Tout simplement. On va recréer, régénérer encore une fois l'INH Louatani. L'INH Louatani. Pour un emploi précaire et avec un salaire inférieur au SMIC. Alors, le gouvernement, il est là pour respecter la loi. Alors il est le premier à violer cette loi. D'accord. Donc là, à mon sens, c'est une question très, très importante. La deuxième précision, deuxième remarque concernant la classe moyenne. Pour compléter ce que vient de dire Sihebchi, la classe moyenne, le salarié au Maroc, celui qui a un revenu stable, moi je le qualifie d'une caisse de sécurité sociale ambulante. Chacun de nous, les salariés, plus particulièrement de la classe moyenne, prennent en charge leurs parents qui n'ont pas de retraite, généralement des frères ou des cousins qui n'ont pas de travail, que ce soit, lorsque je parle des Marocains salariés, de la classe moyenne salariée, j'intègre aussi les Marocains qui sont à l'étranger. Parce que c'est aussi des recettes. On voit bien. Hein? Ce sont aussi des recettes. Alors, oui, bien sûr. Concernant maintenant la question, la question de l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Mais peut devenir un entrepreneur celui qui veut, par exemple, du jour au lendemain, je décide de devenir entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'est déjà une vocation. C'est pas seulement des techniques. Je suis économiste et j'enseigne l'économie et j'enseigne comment on peut créer une entreprise. Je vous donne les techniques, le management, tout ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire que vous allez devenir un grand entrepreneur. Un vrai entrepreneur. J'ai constaté même des ingénieurs polytechniques ou ingénieurs pont chaussée. Je ne parle pas de l'ingénieur de Mohammedia. Ça ne veut pas dire que cet ingénieur peut devenir un entrepreneur. C'est pas vrai. L'entrepreneuriat, c'est en premier lieu une vocation. Et on a des exemples. Oui. Chabi. Koutoubia. Sans faire de pub. Il n'y a pas que Chabi. Abouzel. L'entrepreneuriat, c'est pas. On prend l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage. C'est quand même bizarre. Et on a constaté, Sihebchi l'a dit, tous les programmes qui ont été plus ou moins développés pour aller dans le sens de l'entrepreneuriat ont donné des résultats qui sont loin des résultats escomptés. Alors concernant la fiscalité, moi je vous le dis avec toute modestie, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité. Donc, mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu des assises. Les gens se sont réunis, les spécialistes se sont réunis. D'ailleurs, 3 assises. Hein? 3 assises. 3 assises. J'ai dit les assises. Je vous remercie pour la précision. Il y avait les partenaires sociaux, il y avait tout ce que vous voulez. Ils sont arrivés à des recommandations, des conclusions. Où sont passées ces conclusions, ces recommandations? Là, vous me voulez une question, là. C'est la même chose pour les assises de l'emploi.
Je crois qu'on a organisé au moins 2. C'est la même chose pour les assises concernant votre métier. Dont le président de ces assises, c'était Ali Abdallah Rahmou. Où sont passés Nous, on fait comme si, une fois il y a un problème, très bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des assises. Tout le monde parle, tout le monde discute, puis une fois, une fois les assises terminées, on fait comme si nous avons réglé le problème. Et c'est là une fiscalité, comme l'a dit Si Habchi, la fiscalité doit être effectivement discutée et débattue hors budget. Et on ne doit pas chaque année noyer le poisson. Les changements, il l'a bien dit. C'est-à-dire l'investisseur, pour lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas la vision. Nous avons des assises. Il fallait. Et là, c'est un problème. Je m'excuse, cher ami. C'est un problème de réforme au Maroc. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une réforme au Maroc dure 30 ans? Vous avez compris? Oui. Normalement, les réformes sont limitées par le temps et par les objectifs. Là, on a tendance à dire que... Oui. L'enseignement, le processus a démarré en 2002. Puis ça n'a pas donné. On est passé au programme d'urgence. Puis ça n'a pas donné. Depuis 2015, on a programmé notre réforme jusqu'à 2030. Donc, il faudra des assises sur la réforme. Faudra des assises sur la réforme. Ah, il faudra ou bien réformer les réformes. je préfère la deuxième hypothèse. D'accord. Donc, pour moi, je crois que pour la fiscalité, il faut l'équité. Il faut clarifier, il faut permettre à l'investisseur d'avoir une vision claire. Et il faut aussi l'incitation, bien sûr. Et là, plus particulièrement, il faut élargir l'assiette fiscale. Et lutter contre la fraude et l'évasion. D'accord. C'était d'ailleurs le sens de... Mais pas une idée. Bien sûr. Généralement, vous l'avez déjà constaté, chaque fois qu'on va augmenter l'impôt, c'est beaucoup plus le c'est les salariés. Les auto-entrepreneurs, les salariés. C'est la réduction à la source. D'accord. Donc voilà. Tout ce qui est déclaré, on leur laisse cette possibilité de... Donc à mon sens, la fiscalité, c'est une réforme structurelle. D'accord. Et la fiscalité, je termine par cette idée, la fiscalité détermine ce qu'on appelle la citoyenneté. La citoyenneté est liée à la fiscalité. Lorsqu'une personne paye ses impôts, et elle manifeste cet aspect de citoyenneté. C'est le sens même du contrat social. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ne payent pas, qui cherchent à travers l'évasion, à travers la fraude, ils n'ont pas cette conscience de l'importance du lien entre la fiscalité et la citoyenneté. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois au niveau du budget, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on parlait on cherche à compresser les dépenses. Si il a bien dit lorsqu'il a parlé, par exemple, de la base salariale. Mais on ne pense pas à la partie, on pense à la dépense, parce qu'on peut facilement agir sur la dépense, mais on n'agit pas sur les ressources. D'accord. Et plus particulièrement sur la fiscalité. D'accord. C'est d'ailleurs le sens de ma question, c'est l'armée. Des assises sur la fiscalité, première, une deuxième fois, une troisième fois en 2019 à Skhairat. D'ailleurs, le thème de la dernière, c'était l'équité fiscale. Voilà. À vue d'œil, en première vue, on a l'impression que les recettes, c'est généralement l'IR. Est-ce que cette impression-là n'est-elle pas réelle? Et où sont ces recommandations-là? Parce que y a vraiment une grande littérature et des bouquins, de la paperasse, en tant que recommandation uniquement. Je ne parle pas des travaux qui ont été faits. Est-ce que ceci se retrouve sur le budget? D'ailleurs, vous l'avez tout à l'heure bien expliqué. Il faut qu'on parle budget et d'autre part de fiscalité. Est-ce qu'on ne noie pas le poisson? Est-ce qu'on n'est pas en train de noyer le poisson quand on parle de fiscalité et en même temps des recettes et de dépenses? Bien sûr, je vous partage parfaitement l'idée. Et comme disait Chigre, toutes les recommandations ne sont pas appliquées. Pendant les travaux des 3 dernières assises,
Je pense qu'aujourd'hui, le modèle fiscal devient un instrument parmi d'autres qui régit le degré d'avancement de la démocratie. Comment? Est-ce qu'il y a de l'équité fiscale? Est-ce qu'il y a un élargissement de l'assiette fiscale? Qu'est-ce qui représente les 3 gros morceaux de la fiscalité? Parce qu'au Maroc, les recettes de la TVA présentent 48% du total des recettes. Et ça, c'est aberrant. Ça montre que les entreprises ne paient pas. Exactement. 69% des entreprises se déclarent toujours déficitaires. 2% des entreprises, et parmi elles, des entreprises publiques, payent 80% des recettes de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Au niveau de l'impôt sur le revenu, et toujours on revendique ça à l'UMT, 74% des recettes proviennent des salariés. Et si je vous donne des exemples, un médecin, par exemple, dans le secteur privé, paie en moyenne, annuellement, 25 000 dirhams. Soit moins soit moins que celui qui travaille au public. Alors que le médecin dans le secteur public paye en moyenne annuellement 82 000 dirhams par an. C'est aberrant. C'est aberrant et ça montre qu'il y a des distorsions énormes dans le domaine fiscal marocain. Une profession libérale. Avocat, journaliste. Avocat, par exemple, paie 2% des recettes de l'impôt sur le revenu. Et l'auto-entrepreneur, 38%. Alors que les salariés payent 74% des salariés et sans prendre en considération et en charge les charges liées à l'enseignement et à la scolarisation dans le privé des enfants, sans payer les charges des parents qui ne bénéficient pas de retraite, sans payer en charge liées aux frais des handicapés, par exemple, s'il existe dans les familles. Donc, je pense, tant qu'il n'y a pas d'équité fiscale et les institutions internationales de transparence dans le domaine de finances publiques montrent que l'indicateur démocratique au Maroc est faible grâce à l'absence de l'équité fiscale. Il faut que les recettes de l'IS constituent la grosse part dans le total des recettes fiscales. Donc, je dis qu'on a besoin d'une réforme, comme disait Sichikr, une réforme radicale de la fiscalité marocaine qui prend en considération tous les aspects globaux, tous les paramètres, que ce soit culturels, économiques, sociaux, territoriaux, etc. Parce qu'il y a des recommandations très pertinentes. Mais rien ne s'applique. Je demande aussi l'exemple des dépenses fiscales, qui sont des avantages fiscaux. Chaque année, il y a plus de 30 milliards de dirhams qui sont consacrés et qui sont considérés comme exonération fiscale. Moi, je ne suis pas nihiliste. Je ne vais pas dire qu'il faut éliminer toutes les dépenses fiscales. Il faut sauvegarder les dépenses fiscales qui sont liées à ce qui est social. Par exemple, les médicaments liés aux maladies chroniques, tout cela. Mais comment continuer à aider les promoteurs immobiliers qui se gavent et leur donner des avantages pour faire des petits appartements tout est subventionné. Qui ne valent rien. Moi, je suis pour. Les dépenses fiscales doivent être bénéficiées aux gens avec un cahier de charges. Je peux, par exemple, exonérer partiellement et pas continuellement un secteur en souffrance pour sauvegarder, mais avec un cahier de charges. Sauvegarder la main-d'œuvre, développer l'organisation de l'entreprise, annuler les dettes de l'entreprise, etc. Je peux, par exemple, exonérer certains secteurs sociaux de la TVA pour faire avancer et pour faire résoudre certains problèmes sociaux. Mais continuer comme ça à donner des avantages fiscaux aléatoirement, et chaque année, je pense, c'est pour ça que j'ai dit que ce projet de loi de finances
s'inscrit dans Dans le la cadre continuité. de la continuité. Il n'y a pas de refonte. On a un modèle de développement. C'est un modèle de développement qui est techniciste, purement techniciste, qui ne dispose, qui a besoin d'une connotation politique. C'est ça le problème du modèle de développement. Et même avec ce modèle de développement, qu'est-ce qu'on a fait? On a critiqué ce qui s'est fait gouvernement auparavant. doit mener une transition vers un nouveau modèle de développement. Si le nouveau modèle de développement répond aux attentes des marchés financiers internationaux, là, on veut un modèle de développement marocain D'ailleurs, ce sera le sens de ma dernière question. à tout à l'heure. répondre aux attentes marocaines. D'accord. Monsieur Chigar, ça sera ma dernière question avant de revenir vers vous et de vous demander un petit mot de la fin. On parle de nouveaux modèles de développement. Cette commission-là a parlé qui a élaboré le nouveau modèle de développement. Elle a rendu sa copie. On peut dire ce qu'on peut, on peut adorer ou pas. Mais c'est à l'économiste que je m'adresse, vraiment. Et c'est une question simple et technique. Est-ce que le Maroc peut réaliser tout simplement une croissance de 6% sur une longue durée? Déjà, concernant le nouveau modèle, il y a un problème. Jusqu'à maintenant, personnellement, je n'arrive pas à saisir qu'est-ce qu'on entend par nouveau modèle de développement. J'ai lu le rapport. J'ai fait un commentaire dans le cadre du centre d'Azblel de 40 pages, avec un titre, le nouveau modèle de développement mal conçu. J'ai cherché dans ces 170 pages le nouveau modèle. Franchement, je vous le cache pas, je n'ai pas pu déceler le nouveau modèle. Le nouveau modèle il est considéré comme une approche et comme une ambition. Heureusement, dans le dernier discours de Sa Majesté, il a donné une définition de ce qu'il entend par modèle. C'est un cadre où on précise les règles et les principes. Ce n'est pas une stratégie. Et le rapport, si vous êtes journaliste et vous avez ce canal de télévision, je vous propose de faire un sondage auprès des élites. Qu'est-ce qu'ils entendent par nouveau modèle de développement? Alors, ça sera du coq à l'âne. Beaucoup plus. Je vous demande de prendre les 35 ou 37 membres de la commission et de leur poser la même question. Et vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Deuxième élément, vous me dites que la question du taux de croissance 6% à long terme. Est-ce réaliste? Le problème n'est pas un problème de niveau. C'est un problème de qualité. Je peux faire 3%, mais de qualité, avec une valeur ajoutée très forte, mieux qu'un taux de 7%, mais avec une valeur ajoutée très faible, qui vient beaucoup plus de l'agriculture, du bon Dieu. Donc le problème n'est pas un problème quantitatif, c'est un problème qualitatif. Le problème qu'on a au Maroc, et moi je complète ce que vient de dire Habchi, le Maroc, c'est un cas exceptionnel sur ce plan-là. C'est un pays où coexistent deux modèles opposés. Il y a le modèle qui crée la richesse, géré par l'économie nationale, vu sa capacité et sa faible compétitivité. Ce modèle de croissance, il est basé sur la demande interne et l'investissement public. Nous avons pour cette année 245 milliards. C'est un montant qu'on devrait en principe discuter. Mais le modèle de référence des politiques publiques, c'est un modèle libéral basé sur la demande externe et le rôle de l'investissement privé. C'est-à-dire que la sous-traitance, la politique économique contrarie le modèle qui crée de la richesse. La question, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, si vous prenez ce rapport de la commission, SSMT, ils n'ont pas pipé un mot sur le modèle qui s'est essoufflé qu'on va remplacer. Est-ce que c'est le modèle qui crée de la richesse, que j'appelle moi un modèle de croissance par défaut, parce qu'il est généré par la croissance, ou est-ce que c'est le modèle de référence
des politiques économiques qui est un modèle qui a été décidé par le gouvernement. Ce que je constate, implicitement, où je rejoins implicitement, ils sont beaucoup plus pour le modèle de référence des politiques publiques. Et ramène le problème et je ne sais pas si vous avez lu le texte ou non, mais il ramène la responsabilité, le fait que les réformes engagées depuis 1993 sur le plan économique pour libéraliser l'économie, s'ils n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est à cause du gouvernement et plus particulièrement des partis politiques. Ils l'ont dit comme ça. Ouais, noir sur blanc. Et le 8 septembre nous a montré qu'effectivement, ils ont pris ça en considération. Au lieu de changer les partis par d'autres partis, ils ont choisi des partis qui beaucoup plus qui constituent. D'ailleurs, même ça sera au terme de l'anecdote, même le président de cette commission, il a rejoint un parti. Il s'est fait colorer d'un parti. Et c'est Habchi l'a dit, c'est un gouvernement beaucoup plus de technocrates que d'hommes politiques. Ça c'est. Alors, ce qui est malheureux, en tant que Marocain, ce qui est malheureux, c'est que j'ai peur, je suis inquiet. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de rater le coche. Et ça sera le mot de la fin, M. Chigar, parce que le temps nous presse. Il y a un risque pour rater pour la énième fois le rendez-vous avec l'histoire. Le pays actuellement, c'est un pays stable. Le régime politique quasiment il y a une convergence. L'opposition comme la majorité, tout le monde veut participer même au gouvernement, etc. C'est le moment où il faut faire des réformes au vrai sens du terme. Et pour faire des réformes au vrai sens du terme et développer un modèle, il faut s'appuyer sur l'innovation et avoir l'audace de dire que le modèle de référence des politiques publiques a des limites. Et on doit revoir et repenser ce modèle de référence beaucoup plus des politiques publiques et mettre l'accent sur la restructuration de l'économie réelle. C'est ça et pour développer l'économie, il y a une condition sine qua non. C'est l'industrialisation. Et l'industrialisation, de mon point de vue, c'est très personnel. Et c'est un processus avec 3 étapes. Une école publique de qualité. Un secteur recherche-développement dynamique. Et de cette manière, vous pouvez développer l'industrie dans un sens beaucoup plus large. C'est-à-dire faire de l'innovation, faire de la création. Et pour cela, il faut mettre l'homme au cœur des politiques économiques. Tant que le problème est un problème comptable et des équilibres macroéconomiques, franchement, il y a un risque de ne pas aller plus loin. Donc, pour moi, il faut trouver trouver un moyen pour concilier les équilibres macroéconomiques avec les équilibres socio-économiques et sociétals. Merci. D'accord. Habchi, toujours dans la copie le rendu de cette commission-là, l'ambition de cette commission, elle était claire et d'ailleurs, durant son rendu, elle parle d'un modèle de développement axé sur l'humain et sur l'aspect économique. En tant qu'acteur syndical, oui. Qu'avez-vous pensé du rendu de cette commission-là? Bon. Est-ce que vous l'avez compris? Parce que M. Chigar, apparemment, non. En tant que syndicaliste, le modèle qu'on doit suivre, c'est d'abord appliquer la loi. Il faut respecter les dispositions de la Constitution et respecter les dispositions juridiques. Il faut que les entrepreneurs honorent leurs engagements sociaux et fiscaux. Il faut que tous les salariés soient déclarés auprès de la CNSS. Il faut respecter le SMIG. Il faut respecter les libertés syndicales. Notre problème, c'est au niveau de la décision. La technostructure, son rôle est d'exécuter les décisions.
Notre problème, pas les prendre. c'est que la technostructure devient décideur. Et ça, c'est une maladie. Il faut encourager, il faut renforcer les partis politiques. Il faut renforcer le mouvement syndical. Il faut faire intégrer les experts et les professeurs dans l'élaboration des politiques publiques. C'est ça le modèle de développement. On a des défis externes très dangereux. Et on a besoin de renforcer notre front national. Et notre front national ne peut être renforcé que par la continuité des processus démocratiques, la construction d'institutions, de vraies institutions, donner la parole au peuple, faire participer les différents acteurs dans l'élaboration des politiques publiques, et on va réussir. Mais avec ces textes, je ne pense pas qu'on va avancer. Tirer sur les partis politiques, favoriser la technostructure, avec cela, on ne va pas donner des résultats escomptés. Notre pays a besoin de renforcer son front national avec l'égalité de chance et avec le respect de la loi et avec la concurrence loyale. D'accord. Monsieur Shiger, un petit mot de la fin. En premier, je vous remercie. Tout le plaisir est le mien. Surtout que j'ai vu, il y a longtemps que je n'ai pas vu CFJ, c'est une occasion. Oui. Je pense que nous avons besoin d'un débat franc et constructif. Nous avons besoin d'un débat franc et constructif. Et l'occasion nous est donnée avec la Covid-19. Je crois qu'il faut tirer les leçons de cette Covid, qui a montré qu'il n'y a pas une richesse autre que la richesse, j'allais dire, humaine. Il faut mettre l'homme, non seulement, il ne faut pas prendre le citoyen ou l'homme d'une manière générale avec H majuscule pour ne pas oublier l'autre moitié de l'humanité. Il ne faut pas limiter l'homme, il ne faut pas prendre l'homme comme un simple moyen, il faut aussi le prendre comme objectif. C'est à mon sens le seul chemin qui peut nous faire avancer et qui peut surtout renforcer la cohésion et consolider l'appartenance. Merci. Merci beaucoup, c'est Mohamed Shiger. C'est l'Arabie, un petit mot de la fin. Je rejoins ce qu'a dit notre ami Shiger, c'est que l'homme devrait être au cœur de toute politique publique. Parce que on n'a pas le gaz, on n'a pas le pétrole, mais on a une richesse en matière humaine. Il faut savoir investir la matière humaine. Notre peuple est encore jeune. On a de la jeunesse qui veut travailler, qui veut s'épanouir. Donc, comme je disais, il faut ouvrir le débat, oui, sur notre avenir. Qu'est-ce qu'on veut? Surtout dans un contexte international qui devient de plus en plus très difficile, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau sanitaire. Donc, comme je disais, on doit appliquer la loi, on doit respecter la Constitution, on doit donner l'égalité de chance à tout le monde et on doit avoir des acteurs citoyens. Il n'y a que la nation, au-delà de tout. Toute considération politique, partisane, syndicale. Merci, ce fait un plaisir de recevoir l'un des plus importants acteurs syndicaux du Maroc, c'est l'Arabie Hebchi, et aussi le président du centre Aziz Blal, M. Shiger. C'est la fin de ce débat qui, j'espère, a été instructif et bénéfique pour tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et une autre thématique à débattre. Au revoir. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.